Alors bonjour à tous, bonjour Théo, comment vas-tu? Ça va et toi, Eric? Très très bien, très très bien, vraiment un grand plaisir de t'avoir avec nous, avec tous les fans de Bodybuilding Rules dans ce podcast tour. Ben, moi aussi, ça me fait super plaisir de pouvoir partager à l'aventure. Hein. C'est vrai, donc très content de t'avoir parce que non seulement tu fais partie de nos collaborateurs, et tu fais partie des gens, je te l'ai déjà dit en aparté, que j'apprécie sur Internet et qui véhiculent une très bonne image du sport, du fitness, etc. Hein. Si. Donc j'espère voilà, que tous les internautes, hommes, femmes qui nous écouteront aujourd'hui vont apprécier notre podcast parce que Théo et moi on s'est mis d'accord pour avoir une petite trame, mais après le faire en freestyle en fait. Hein. Ah, c'est toujours le mieux de toute façon. Hein. Voilà, et être nous-mêmes avec nos qualités, nos défauts comme je disais tout à l'heure avant de commencer. Alors Théo, pour commencer, parce qu'il y a un commencement, je voudrais simplement repréciser à ceux qui ne te connaîtraient pas, à mon avis ils ne sont pas nombreux, que tu as fait la couverture du magazine Bodybuilding Rules, donc je l'inclurai à l'écran au mois de juin dernier. Donc ça m'a fait très plaisir de te mettre à l'honneur parce que tu le méritais totalement. Tu as un parcours qui est atypique, mais qui à la fois sans doute correspond à pas mal de personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Tu vas nous en parler tout à l'heure. Tu as des modèles où tu en as pas, c'est des choses que j'aimerais savoir et peut-être les internautes aimeraient savoir également. Donc voilà, commençons par le commencement. Peux-tu nous parler un petit peu de toi et de ton parcours dans le fitness? Moi, j'ai démarré tout simplement parce que j'avais pris des mauvaises habitudes sur le long terme, en fait, adolescent, puis après, quand j'ai commencé à rentrer dans la vie active, etc., j'ai jamais eu réellement de vrais repères au niveau de nutrition. J'ai toujours été attiré par on va dire, la construction physique, d'avoir un corps esthétique, parce que j'ai commencé à m'entraîner assez tôt. J'ai commencé à fréquenter des salles de muscu, je devais avoir 16-17 ans, mais c'était pas régulier, et après, quand on rentre dans la vie active et tout, on a un travail, on se concentre sur d'autres choses, et j'avais un petit peu cette frustration, parce que j'avais commencé à m'entraîner avec des personnes qui étaient, on va pas dire plus avantagées génétiquement, mais qui, tu sais, ce genre de personnes qui peuvent manger ce qu'elles veulent, et qui restent propres, avec les abdos apparents. Et quand t'es ado, c'est un peu frustrant parce que toi, tu te donnes à fond comme eux, mais t'as toujours un petit peu ce gras au ventre et tout. Et puis bon, tu comprends pas trop pourquoi, donc tu continues ton chemin. Et un jour, je me suis dit, ça peut plus durer parce que j'étais allé trop loin dans la prise de poids, parce que j'avais continué à manger, puis j'avais en parallèle arrêté de m'entraîner. Donc j'avais pris beaucoup de poids, j'étais monté à presque 92 kilos pour 1m75, donc tu vois, ça fait quand même un bel écart quand t'as pas de masse musculaire. Et je me suis dit, là, c'est bon. J'avais 22 ou 23 ans, il fallait vraiment que je fasse quelque chose parce que ce qui me plaisait, c'était vraiment, tu le disais tout à l'heure, les couvertures de magazines. Donc ça a été pour moi un cadeau parce que c'était un objectif. C'était vraiment ce qui m'inspirait à l'époque, les physiques des magazines, quoi. Les physiques des mecs qui sont en couverture de magazines. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse concrètement pour réussir à obtenir ça, quoi. Et là, c'est là que le parcours, hein, il a été un petit peu différent par rapport à d'autres pratiquants, c'est que j'ai pas cherché à prendre de la masse musculaire. Moi, ce que j'ai cherché, c'est à perdre toute ma graisse. Et je me suis jamais posé la question à aucun moment comment faire pour garder son muscle au régime. Je m'en foutais royalement. Ce que je voulais, c'était enlever cette graisse, parce que c'est ça finalement qui me gâchait la vie. Et puis, pour moi, si tu veux, on ne peut pas savoir réellement le muscle qu'on a tant qu'on n'a pas séché. Donc, quand on me dit, ouais, mais je vais perdre du volume, des choses comme ça. Mais oui, tu vas perdre du volume, parce que là, le volume qui représente ta masse actuellement, c'est ton muscle et ton gras. C'est pas que ton muscle. Et tu vois, j'ai vraiment été dans cette optique où je voulais perdre tout mon gras en premier, et c'est là que pour moi, j'ai réussi à comprendre comment je fonctionnais. Parce que, ce qui est marrant, c'est que j'ai quand même progressé pendant cette période, alors que je suivais un régime qui était relativement draconien, parce que j'avais pas trop de connaissances. J'ai suivi quelque chose qui, pour moi, était logique, c'est-à-dire supprimer une source d'énergie, donc les glucides. Je les ai fortement baissés. Je me suis dit, si je supprime une source d'énergie, le corps va quand même devoir fonctionner. Donc voilà, j'ai réussi à perdre du poids, et en parallèle, mon physique a quand même changé. Donc c'est là que je me suis dit que quand on débute, entre guillemets, parce que c'est une reprise de l'entraînement, il peut se passer des choses intéressantes même quand on se met au régime. Tu avais quel âge exactement? Je devais avoir 22 ou 23 ans.
22-23 ans. J'incrusterai une photo avant-après que l'on Ouais. voit sur, bien sûr, ton Facebook et sur ton site internet. C'est vrai que tu étais ce qu'on qualifierait de grassouillet quand même, hein. C'est ça, ouais, j'étais, bah oui, Mais c'était avec une alimentation, je dirais, de civilisation, c'est-à-dire beaucoup de sucreries, beaucoup de graisse. et encore que j'ai de la chance d'avoir une bonne éducation alimentaire. Mmh. Parce que moi j'ai grandi, bon, ça j'en ai parlé nulle part, mais j'ai grandi moi en Sologne. Mmh. Et on vivait, mes parents étaient gardiens d'une maison pour des propriétaires parisiens. Donc ils gardaient une maison, en échange ma mère faisait le ménage pour la propriétaire et mon père s'occupait du bois, il coupait le bois pour la cheminée, tout ça. Il y avait 80 hectares de forêt autour de nous, donc je sais pas si tu imagines, c'est énorme. Et ma mère avait fait un jardin, donc on mangeait les légumes du jardin, on mangeait très peu de viande rouge. Je me rappelle, c'est mon oncle qui, quand il venait, avait un peu plus de moyens que mes parents, venait avec un morceau de viande rouge du boucher. On mangeait pas mal de poissons, mais on mangeait clean. Donc j'ai été sauvé jusqu'à mon indépendance, on va dire, financière, parce que là, on va dire que c'était pas de la frustration, mais j'avais accès, après, quand j'ai eu mes sources de revenus, j'ai eu accès un petit peu à ce qui pouvait me faire envie, ce que les copains de l'école avaient, etc. Ce qui était de ta génération, en fait. Voilà. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à prendre beaucoup de poids, quoi. Mon poids était stable, on va dire, jusqu'à cette période où j'ai commencé mon apprentissage, j'ai gagné de l'argent et que j'ai pu aller m'acheter des conneries dans les magasins, quoi. Voilà. Mais bon, il faut expérimenter aussi toutes ces erreurs un petit peu pour justement après ne plus les faire, hein. Ouais. Tu te considères comme petit aparté, comme quoi, ectomorphe, mésomorphe, endomorphe, à la base, où tu croyais être? Si tu veux, moi j'ai pas, par rapport au morphotype, je pourrais pas me placer, si tu veux. Tu serais un peu entre... Parce qu'à la base, si tu veux, j'étais assez fin, assez athlétique, on va dire, parce que quand j'ai commencé à travailler, j'étais carrossier, moi, à la base. Donc j'ai eu un métier physique assez tôt, on va dire, et je me rappellerai toujours que mes amis et même mes patrons me disaient que j'avais des gros bras, j'avais des gros biceps, alors que je faisais pas de muscu encore, mais c'était avec le boulot. Donc je me suis dit, est-ce que j'avais une bonne génétique pour prendre du muscle? Je sais pas, mais j'étais assez fin à la base. Après j'ai pris du poids, mais ce poids-là je l'ai pris par mes excès. Je suis pas né comme ça, si tu veux. Et après, avec le régime, je suis redevenu un gabarit plutôt fin. Ouais, tu es entre l'ecto et le méso, peut-être. Hein. Voilà, ouais. Mais tu vois, les morphotypes, pour moi, c'est très compliqué. C'est assez réducteur aussi, hein, parce qu'en effet, voilà. on n'est pas forcément dans des cases, hein, comme ça. C'est pas aussi simple que ça. Dans ton parcours, puisque tu as appris la musculation à ce moment-là, où tu as commencé à t'entraîner à la maison, tu es allé directement en salle? Moi, directement en salle. On était un groupe de copains, on est parti en salle de sport. Qui t'a motivé? Puisque dans l'introduction, je parlais des modèles. Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est les couvertures de magazines? Alors, pour moi, il y a eu deux démarrages. Comme je te disais, il y a eu le démarrage quand j'étais adolescent, où c'était pour suivre la meute, on va dire. Et il y a eu le démarrage personnel, c'est-à-dire celui qui est venu vers 22-23 ans, où il y a eu une remise en question, etc. Là, c'était une motivation. La deuxième motivation, c'était vraiment, comme je te disais, tous ces athlètes, ces physiques sur les couvertures et tout, qui me donnaient envie. J'avais envie d'y accéder. Donc c'était ça, si tu veux. Bon, comme tout le monde, j'ai regardé comme Pig Iron, toutes ces choses-là. Mais après, moi, j'ai plus été attiré par des physiques du cinéma, parce que c'était déjà la génération où les acteurs de cinéma commençaient à être pseudo-bodybuildés, on va dire. Ouais. Donc ça donnait envie. Après, il y avait des couvertures où il n'y avait plus des bodybuilders, mais des modèles fitness. Julien Gréau, Greg Plitt, Rob Riches, Steve Cook, tous ces mecs-là. Et ça me paraissait plus accessible et ça m'a un petit peu motivé. Mais la motivation de départ, celle que j'ai eue quand j'ai vraiment démarré à l'adolescence, c'était... moi, j'avais pas de réelle motivation. C'était des amis qui m'avaient dit on va faire de la muscu pour être des bœufs. C'était ça le terme à l'époque. Et j'avais dit pourquoi pas, je suis le mouvement, quoi. Mais ça venait pas de moi à la base. Le premier démarrage ne venait pas de moi. D'accord. Le deuxième oui, mais le premier non. Quand tu as voulu te remettre un peu en question et changer ton physique, chose que tu as réussi, mais il a fallu du temps, hein, puisque c'est le maître mot, la patience, le temps. Tu es passé par une phase d'apprentissage, que ce soit de ton propre corps, ta propre réaction face à l'entraînement et face à certaines nourritures qui est plus adaptée aujourd'hui à tes objectifs. Les sources d'apprentissage, tu les as puisées où? On sait qu'on a des amis en commun, d'ailleurs, qui sont dans le magazine. Je
je pense qu'on va en parler. Donc donne-nous un petit peu tes sources justement d'apprentissage. Alors, pour commencer, j'avais besoin de quelque chose de complet et on va dire d'assez concret sur 2 points, l'entraînement et la nutrition. C'était le moment où les livres de Frédéric Delabier et Michael Guntil sortaient, Méthode Delabier 2, et 1 an plus tard, je crois qu'il y a eu la nutrition de la force de Julien Vénesson. Donc ça, pour moi, ça a été les 2 livres qui m'ont créé des bases. Si tu veux, ça a été vraiment mes sources d'informations. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'ai commencé à m'intéresser aux auteurs. Je me suis dit, bon, les livres, ils m'ont vraiment appris des choses solides. J'ai commencé à m'intéresser aux auteurs. Donc, j'ai commencé à regarder les vidéos de ces 3 auteurs. Et ils m'ont appris au moins une chose pour mon apprentissage, c'est de remettre en question en permanence ce qu'on pourrait m'apprendre, essayer de m'apprendre. Donc après, si tu veux, cette forme d'apprentissage, elle est un petit peu née en moi, quoi. Je me suis dit, pourquoi eux arriveraient à faire des recherches très pointues sur des sites scientifiques et moi j'y arriverai pas? Est-ce que je suis plus bête ou non? Donc j'ai commencé à me lancer ce défi-là, de faire mes propres recherches, de faire mes propres analyses aussi, parce que c'est important de lire des résumés d'études, des vulgarisations d'études dans des articles de personnes, c'est très bien, parce qu'ils ont un point de vue, mais il faut aussi savoir avoir son propre point de vue sur une étude ou sur un article. Ça permet de mélanger, parce que une personne, je vais donner un exemple tout bête, mais une personne qui a l'opposé physique de moi, qui par exemple a énormément de mal à prendre du poids, va devoir se gaver pour prendre 100 grammes de muscle, ne va pas avoir le même regard sur un article et ne va pas en déduire les mêmes choses que moi, qui prend très facilement du gras. On va toujours inconsciemment essayer de trouver le truc qui ira dans notre sens. Et c'est pour ça que c'est toujours important de lire, mais aussi de se faire son propre point de vue sur les recherches. Je buvais tes paroles. J'adhère totalement parce que c'est un peu l'objet de ma préface du magazine Tu verras du mois de novembre, là, qui sort dans quelques jours, parce que nous on enregistre aujourd'hui le 4, le magazine sort le 11. Et je préconise justement aux internautes dans la préface de retrouver un esprit d'analyse, de critique, une ouverture d'esprit, en tout cas plus importante, pour faire un peu comme tu l'as fait, puisque là du coup j'en déduis que tu es un autodidacte dans le sens le plus large du terme. Voilà, ne pas écouter et lire simplement ce que l'on a sous les yeux, mais se l'approprier, se l'adapter, et puis peut-être même l'améliorer en fonction bien sûr de qui l'on est. Donc bravo pour ça, et je pense que c'est un très très bon message que l'on peut passer à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et surtout, je rajouterais qu'il ne faut pas se brider pour ceux qui voudraient élargir leur connaissance. Il ne faut pas se brider sur le monde du fitness et de la nutrition sportive. Il faut voir plus loin. Il faut voir plus loin parce qu'il y a des choses, que ça soit même dans le développement personnel, parce qu'on dit le développement personnel, c'est pour les personnes qui vont pas bien psychologiquement, etc. Mais si on regarde bien, il y a une partie dans ça qui peut aider, par exemple, à la motivation pour s'entraîner au quotidien, à la motivation à stopper ses excès de sucreries, des choses comme ça. Il y a toujours des petites choses comme ça qu'on peut ancrer dans son hygiène de vie et piocher dans des domaines qui n'auraient pas forcément leur place dans la logique fitness, muscu, bodybuilding et tout, quoi. Encore une fois, tout à fait d'accord avec toi, puisque dans la petite trame quand même, hors freestyle, que j'ai mis, je t'ai parlé tout à l'heure de corps humain, de physiologie, et on va parler dans la physiologie de l'importance justement de certaines réactions chimiques du corps face au stress et les conséquences que ça peut avoir sur le corps et sur le développement musculaire, puisque c'est ce qui intéresse beaucoup de nos auditeurs, même si on parle de santé en général. En termes d'apprentissage, est-ce qu'aujourd'hui tu continues justement dans ce sens-là avec d'autres auteurs? Je sais que tu lis certains livres, on en a quelques-uns en commun. Aujourd'hui, voilà, tu vas peut-être nous en montrer. Bah déjà, de temps en temps, je lis un... Alors, celui-là, il est génial. C'est vrai. Voilà, je pioche régulièrement là-dedans parce que je le lis pas comme un livre, comme un roman, mais je le prends plus comme un dictionnaire. C'est vrai. Moi, je cherche en fonction... Parce que, si tu veux, j'ai beaucoup de questions d'internautes et tout, et j'aime pouvoir les aider au mieux. Donc, je leur envoie des petites pistes de Regarde, réflexion. on a à peu près la même couverture, mais moi, c'est un autre. Celui-là, j'ai aussi celui de la méthode signalée. Pour ceux qui voient, celui-là, c'est celui du professeur Henri Joyeux. Et ils sont fortement complémentaires. C'est sûr que c'est important, mais après, ça donne une vision un petit peu différente aussi, parce que plus on va commencer à lire ce genre de livre, plus on va avoir une réflexion axée santé. Et le problème enfin, c'est pas un problème, c'est très bien, mais il faut pas non plus tomber dans l'extrême, dans l'excès,
Parce que après, ça amène à des questions où on ne trouvera pas de réponse forcément. Quand j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent « je veux être le plus musclé possible, je veux être le plus sec possible, mais je veux prendre en même temps soin de ma santé au maximum », je vois où tu veux en venir, ouais. C'est un petit peu des opposés. C'est un peu incompatible. Oui, pour être honnête. C'est pas que c'est des opposés, c'est que au début, ça va dans le même sens. Une personne qui mange très mal va commencer à manger santé et va commencer à s'entraîner, son corps il va revivre. Elle va se transformer, elle va prendre un petit peu de muscle, elle va perdre du gras, etc. Mais passé un moment, quand la personne va vouloir descendre, par exemple, sous la barrière du taux de gras minimum pour maintenir ses fonctions hormonales, etc., là, forcément, au niveau santé, on peut pas dire qu'on est au top. Et pareil, la personne qui a énormément de mal à prendre du poids, qui va devoir consommer beaucoup de calories, quelque part, il va épuiser son système digestif et tout. Donc, c'est pas santé non plus. Mais son objectif est de prendre du muscle. Donc, quelque part, voilà, il faut réussir à trouver le juste milieu. Relativiser. Et qui arrive du fast-food, sucrerie, et qui passe à une alimentation, on va dire, protéinée, avec des légumes, des fruits, etc., déjà, le pas en avant au niveau de sa santé est énorme. Après, c'est du fignolage derrière qu'il y a. C'est ça. Après, le reste sont des détails. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de ceux qui nous écoutent, moi, dans le magazine Bodybuilding Rules, il y a beaucoup de culturistes, mais il y a aussi beaucoup, comme chez toi, chez fitnesssmith.fr, si je me trompe pas, c'est le FR, beaucoup de personnes qui s'intéressent énormément à la santé à travers le sport, en fait. Et pas se concentrer que sur le sport et la performance et la compétition. Et il est vrai que j'explique également que quand on a des objectifs de compétition, surtout en culturisme, il y a certains excès que certains vont devoir faire, puisqu'on parle réellement d'excès, que ce soit sur son système nerveux, on y reviendra plus tard, tu l'as dit, sur le système digestif, articulaire, musculaire, sans parler de l'impact social, aussi au niveau familial, etc. Mais bon, les personnes assument, et puis voilà, ce sont des challenges, des fois de vie, qu'ils soient sportifs ou professionnels. Et moi, je le respecte totalement, ça. En termes de biomécanique et de physiologie humaine, ouais. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire qui peut apporter une pierre à un édifice qui est parfois ébranlé par l'information et la désinformation sur Internet? Je vais quand même être un peu plus précis, parce que c'est assez vague à ce que je te demande. Quand on parle, parce qu'on va parler d'entraînement quand même, allez, on revient à ce qui intéresse aussi nos internautes. Quand on parle d'entraînement, on voit tout et rien aujourd'hui. Les gens pensent que des techniques, il y a que celles que l'on voit chez le youtubeur le plus connu, chez le facebookien le plus connu également, qui lance une nouvelle phrase, un nouveau nom, tu vois. Alors qu'en fait, il y a des bases simples de biomécanique qui fait qu'il y a des exercices mono-articulaires, polyarticulaires. Qu'est-ce que tu préconises aujourd'hui, toi, dans l'entraînement, à quelqu'un qui vient te voir, qui se dit, voilà, j'aimerais me mettre au sport, je suis plutôt frêle. Qu'est-ce que tu conseilles? Des exercices très farfelus, comme on le voit sur Internet, ou simplement de revenir à une base la plus simple possible? Comme tu le dis déjà, là, si c'est une personne qui arrive et qui débute, qui démarre, déjà, il y a une phase d'apprentissage. Il faut toujours se baser, essayer de revenir, parce que des fois, je vois malheureusement des coachs qui envoient directement les élèves tout de suite des techniques d'intensité, sur un programme similaire à une personne avancée, on va dire, ou au moins intermédiaire. Il faut un petit peu se rappeler de nos débuts à tous. Moi, personnellement, quand j'ai commencé, apprendre le squat et le développé couché, ça a été compliqué. J'avais une barre à vide, les relais nerveux, tu vois, le système nerveux n'est pas bien préparé encore, il ne connaît pas ce mouvement. On ne peut pas arriver tout de suite et faire ce genre de programme. Donc, il y a une phase d'apprentissage obligatoire, on va dire, des mouvements. Et c'est un moment où là, par contre, il faut choisir. Quand les gens me demandent, c'est mieux de s'entraîner à domicile, par exemple, ou en salle de sport, au moins pour la première année, aller en salle de sport, parce que vous allez avoir un coach ou au moins des pratiquants qui auront un minimum de connaissances pour vous montrer au moins les trajectoires des mouvements. Parce que si vous achetez le matériel et que vous entraînez chez vous, personne va pouvoir vous corriger. Voilà. Donc, pour moi, la base, c'est vraiment l'apprentissage des mouvements. Parce que sans l'apprentissage, on ne pourra pas après progresser, augmenter les charges, faire des entraînements farfelus. C'est bien pour s'amuser, on va dire. Je ne vais pas dire que le street workout est farfelu, mais c'est une discipline à part entière. Mais quand on a des objectifs précis de prise de muscle, il faut, si on veut, en plus, on sait que c'est pas rapide, mais si on veut aller le plus rapidement possible,
on sait très bien que la surcharge, donc l'ajout de poids, favorise l'hypertrophie. Donc il faut aller dans ce sens-là et apprendre correctement les mouvements. Ensuite, les méthodes que moi je recommande, elles sont... il faut toujours se baser sur le ressenti. Quand on entraîne un muscle, moi j'essaye de dire aux gens, quand on me dit par exemple c'est mieux le développé couché à la barre ou aux haltères, le plus intéressant et le plus efficace, c'est celui qui t'aide le plus à recruter le muscle que tu veux entraîner. Après, c'est super simple. Chacun peut se créer un programme. Admettons, moi, je vais recommander 2 exercices de base pour un groupe musculaire, plus 2 exercices d'isolation. Et on va me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Et je lui dis, c'est très simple. Tu prends 2 exercices de base qui te donnent les meilleures sensations dans tes pectoraux, admettons, et 2 exercices d'isolation qui te donnent les meilleures sensations dans tes pectoraux. Voilà, tu as ton programme. Et en plus de ça, tu choisis, bien sûr, des exercices qui te procurent aucune douleur. Et le mec a son programme parfait. Tu sais pourquoi je t'ai posé cette question-là, ou plutôt je suis allé dans cette voie-là? C'est parce que on parlait d'apprentissage. Moi, je préconise souvent aussi d'apprendre à minima l'anatomie. Quand ça fait presque une trentaine d'années, donc je fréquente les salles de sport, je vois des gens qui exercent un groupe musculaire qui ne savent même pas ni le nom du groupe musculaire, ni exactement la partie précise du muscle qu'ils veulent isoler. Je me dis, ça va être un petit peu plus compliqué déjà de leur expliquer ou eux-mêmes de progresser. Donc, non seulement prendre un bouquin d'anatomie, alors tu as parlé d'auteurs tout à l'heure qui l'ont très très bien fait, hein, comme Frédéric Delavier, Michael Gundil. 2, respecter justement l'anatomie, c'est-à-dire la fonctionnalité vraiment du corps humain. Un exemple, savoir ce que c'est, qu'est-ce qu'une flexion, une extension. Comprendre aussi qu'on peut l'appeler de manière différente, hein, mouvement concentrique, excentrique, phase positive, négative, parce que certains se perdent là-dedans, alors que c'est d'une simplicité affolante. Tu te rappelles, il y a un terme qui nous fait rire tous les deux, mais quand on parle de logique ou de bon sens, ça colle un peu à ce que tu disais juste avant aussi. Donc revenir à des fondamentaux via l'apprentissage pour très très vite après récupérer de cet apprentissage ce qui convient en fait à l'individu en termes de personnalisation. Tu l'as très bien dit. Tester, expérimenter. Avec Francis Benfato, la champion internationale, on dit toujours s'entraîner, s'exercer, progresser, mais en ayant tiré la substantifique moelle en fait de ce que l'on a appris ou ce qu'on a donc utilisé comme mouvement de base ou pas. Hein. Et c'est un peu là en fait le point sur lequel moi je voulais insister, j'aimerais que tu insistes également, c'est mettre de côté tout ce qu'on peut voir de farfelu justement et de revenir à l'essentiel. Des mouvements d'abord de base, respecter les angles de travail, les vitesses d'exécution, et puis à partir de là, améliorez-vous tout simplement. C'est ça. Mais tu vois, le problème quand on y va tête baissée, c'est que on va faire des mouvements qui ne nous correspondent pas. Admettons, je vais prendre un exemple le plus classique, ça va être le développé couché. Je reprends cet exemple parce que des personnes qui vont suivre le même programme vont avoir un développement physique différent. Tu l'as vu dans les salles. Tu te retrouves avec des personnes au bout de 2-3 ans de pratique avec des épaules comme ça, des gros triceps et une cage thoracique toute plate. Et le voisin, au contraire, n'aura pas trop d'épaules, des gros pectoraux. Et là, tu te dis, mais ils ont fait le même mouvement, ils ont fait plus ou moins le même programme. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste cette réflexion-là. Et se dire, mais toi, quand tu fais du développé couché, qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, ça me fait toujours un peu mal aux épaules. Il faut avoir la bonne réflexion, se dire, est-ce que c'est vraiment indispensable? Ça me donne pas de pec, ça me fait mal aux épaules. Bien sûr. Voilà. Après, il faut pas avoir peur, ce que j'aimerais dire aux gens, il faut pas avoir peur de sortir un petit peu des schémas classiques des programmes. Des sentiers battus. Voilà, c'est ça, c'est essayer d'autres mouvements, même si tous les autres adhérents font ce mouvement, ben c'est pas grave. Et j'aime bien dire une chose qui est assez prétentieux, mais si vous vous entraînez comme tous ceux qu'il y a dans votre salle de sport, vous allez ressembler à tous ceux qu'il y a dans votre salle de sport, et parfois vous n'avez pas forcément envie de leur ressembler. Donc ça aussi, c'est à méditer. Après, je voudrais juste rajouter un point sur l'entraînement. Partir à l'entraînement en ayant un programme établi, c'est bien. Mais c'est pas parce que le programme est établi qu'il va donner des résultats. Il faut vraiment se concentrer sur une chose à chaque entraînement, c'est qu'on est à l'entraînement pour entraîner tel muscle. Donc si dès le premier exercice on ne sent pas le muscle travailler, c'est déjà qu'il y a des erreurs. Et il faut vraiment chercher ça à chaque exercice, chaque série, chaque répétition. Il faut sentir son muscle travailler et pas bêtement faire un mouvement. Je sais, je me répète par rapport à tout à l'heure, mais c'est important. Oui, tu as raison de le souligner.
tout le monde fait la même erreur. Et après, au niveau de l'intensité, peut-être qu'on en parlera après, il y a aussi cette notion à savoir devenir intense. Et il n'y a pas que forcément les charges lourdes qui peuvent transformer une séance normale en séance intense. Et peut-être qu'on en parlera plus tard. Oui, on va y arriver. En tout cas, juste pour finir sur cette partie-là, des fois j'ai prévu de travailler les pecs. Je commence ma séance, je la sens pas du tout. Je me sens pas du tout au fait de travailler le haut du corps parce que peut-être il est encore épuisé d'une séance précédente. Donc je vais passer au bas du corps. Bref, je me surprends moi-même, je surprends mon organisme, mais je m'adapte toujours et je vais vers la qualité de l'entraînement et la sensation plutôt qu'un entraînement préétabli, avec des charges préétablies, une phase préétablie, etc. Pour moi, c'est que des conneries. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais cette expérience-là que tu as toi et que je commence à avoir, c'est parce qu'on a derrière nous beaucoup de séances et on a beaucoup de repères. On a beaucoup de repères sur nos capacités, sur notre potentiel d'énergie à l'entraînement. Et on le sent maintenant. Quand on arrive à une séance et que dès les premières répétitions, on sent que la charge est lourde, alors que c'est limite de l'échauffement, on sent que c'est traumatisant, c'est déjà traumatisant, qu'on va pas y arriver, qu'on a le souffle un peu court. Vu qu'on a nos repères passés, où on connaît nos performances possibles en fonction de notre poids actuel, etc., on voit qu'il y a un décalage. Donc là, automatiquement, on peut commencer à se dire, bon, ça va être une séance peut-être cardio ou bas du corps, comme tu dis. Mais pour en revenir à ça, à ce feeling, on va dire, qu'il faut avoir, ça part aussi beaucoup de ce que tu vas manger, de l'état dans lequel tu vas trouver au niveau de la quantité de calories que tu vas consommer. Une personne qui va manger depuis des années assez calorique, on va dire, elle n'aura pas, comme je te disais tout à l'heure, des différences d'humeur, etc., parce qu'elle n'a jamais connu autre chose que ça. Donc en général, c'est des personnes qui disent « mais moi je mange mal et puis je m'en porte bien ». Mais c'est des personnes qui n'ont jamais testé de manger bien. Donc elles peuvent pas savoir finalement. Et ça, dès que tu commences à faire attention, donc comme toi tu fais et comme je fais, quand on fait attention à notre alimentation, les petites fluctuations qu'il y a, parce qu'on a une vie sociale, forcément on va aller au restaurant, on va avoir des amis, donc on va forcément avoir des petits hauts et des bas au niveau de la nutrition, on le sent. Et ça, on est devenu très sensible à ça. Notre système nerveux aussi. Je t'interromps 2 secondes, juste pour dire que ça peut être très déroutant pour ceux qui nous écoutent, mais justement qu'ils soient très attentifs à ce que tu es en train de dire, parce que ça a un impact phénoménal sur la vie, hein, dans le sens le plus large du terme, et bien évidemment sur l'entraînement et sur la performance. Je t'en prie, continue. C'est ça. Et de toute façon, on le sait que c'est ce type d'alimentation qui nous donnera les meilleurs résultats dans tous les cas. Puisque si on commence à manger beaucoup de végétaux, beaucoup de fruits, on continue à manger des protéines en quantité raisonnable en fonction de ses besoins, pas mal de graisse, etc. Le corps va changer. Si on commence à sélectionner des bonnes sources de glucides, etc., le corps va changer. C'est sûr qu'on va se sentir mal quand on va faire un repas d'écart. Parce que le corps, quelque part, au niveau digestif, les bactéries, la flore intestinale, elle a commencé à changer. Elle a commencé à s'adapter à cette nouvelle alimentation. Et les bactéries sont prévues pour cette nouvelle alimentation. Donc, quand on envoie des déchets, après, derrière, le système digestif, il est un petit peu perturbé. Ça se ressent sur nos humeurs, sur nos performances. On fait de la rétention d'eau. Bon, ça fait plaisir au moral, mais c'est tout après. C'est vrai. Mais après, pour continuer là-dessus, on en voit aussi beaucoup par rapport à la nutrition des questions sur une diète qui s'appelle, je sais plus comment, où tu sais, tu as le droit de manger. Alors, tu manges clean, mais tu as le droit tous les jours de manger un peu crade, du moment que ça rentre dans tes macros. C'est la diète IFIM, je crois. C'est un modèle américain. Ouais, c'est encore une connerie à la mode. Voilà, ouais. Mais y en a beaucoup qui m'ont posé des questions sur cette diète. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais ça rentre dans les macros, etc. Et je dis, mais dans tous les cas, c'est pas parce que ça rentre dans tes macros que c'est bon. Parce que demain, ça voudrait dire que tu peux te faire une diète de sèche avec des Big Mac, que à la place de prendre des gélules d'oméga 3, tu prends des gélules d'huile de palme, puisque c'est finalement ça reste des lipides. Exactement, très très bien. Donc, il faut que les gens comprennent que les nutriments ne sont pas en fonction de leur provenance, c'est pas la même chose. Les réactions sur le corps, ça va pas être les mêmes, ça va être soit acidifiant, soit alcalin. Il y a plein de choses comme ça. Et une personne qui mange clean aura toujours un meilleur rendu
qu'une personne qui mange mal, même si elle a un bon métabolisme, etc. Après, au niveau du système nerveux, je sais pas si tu veux qu'on... Oui, moi j'aimerais bien, je voudrais juste finir, mais si tu veux, on enchaîne juste après sur le système nerveux. Ouais. Juste finir sur la partie, puisque là maintenant tu as attaqué la partie diététique, insister avec toi sur ce que sont les macronutriments et les micronutriments. Alors pour ceux qui nous écoutent, les macros, ils les connaissent tous. Ce sont les lipides, ce qu'on aime, bien, c'est assez gras, c'est assez goûteux, les glucides et les protéines. Alors ça, ceux qui nous écoutent les connaissent parfaitement. Par contre, les micronutriments, malheureusement, ils les connaissent un petit peu moins. Vitamines, minéraux, oligo-éléments. Aujourd'hui, quand tu l'as dit à juste titre, j'ai tant de glucides, certains disent je mange tant de glucides par jour, tant de protéines, etc. On s'en fout un petit peu. C'est surtout la provenance. C'est un peu comme l'entraînement. C'est pas tellement la quantité d'entraînement que tu vas faire, mais plutôt la qualité de ce dernier qui va être déterminante pour ta santé, pour ton développement, si on parle de développement musculaire. Toi, je sais que tu es un fervent défenseur justement des micronutriments. Parle-nous-en un petit peu. Ben, déjà, par rapport aux micronutriments, je vais prendre un exemple classique. On vient me voir, on me dit, Théo, est-ce que c'est mieux de manger du riz ou une équivalence sous forme de glucides, sous forme de fruits? Alors, les gens, je leur dis, c'est déjà d'une, c'est pas la même source de sucre, c'est pas le même endroit où ça va être converti en sucre, etc. Mais c'est surtout que tes fruits, ils sont pas là juste pour t'apporter du sucre. On va dire que le point le moins important du fruit, c'est de t'apporter du sucre. C'est tout ce qui va t'apporter à côté. Le côté alcalin, toutes ces vitamines et tout. Donc, on peut pas comparer. C'est pour ça que je dis, les sources de glucides, par exemple, on peut pas comparer des végétaux avec des céréales, des choses comme ça. Après, le rôle que ça va avoir, c'est au niveau du maintien, on va dire, entre guillemets, d'un apport constant en vitamines, etc. Et nous éviter d'avoir besoin de prendre des multivitamines, des compléments alimentaires en masse, etc. C'est revenir au mieux à une alimentation qui est logique. Physiologique, adaptée vraiment au corps humain. C'est ça, ouais. Et puis fournir à l'organisme ce dont il a besoin. Après, c'est sûr qu'une personne qui est carencée en vitamine C, elle aura beau manger beaucoup de végétaux et tout, peut-être que c'est intéressant aussi de se faire aider avec une bonne forme de vitamine C, je sais pas, peut-être de l'acérola, je sais pas si c'est la meilleure au jour d'aujourd'hui, mais ça me paraît être une source relativement naturelle. Pareil pour une personne qui est en carence de magnésium, elle pourrait s'aider un petit peu avec du magnésium, mais quand on comprend ces nutriments, quand on connaît leur provenance, on sait où les trouver, on peut après organiser une diète qui va être pro-récupératrice, en favorisant des aliments riches en magnésium en fin de journée, ou riches en zinc, des choses comme ça, pour faire les bonnes combinaisons, pour essayer de reproduire finalement quelque chose qui est intéressant, c'est que tous ces vendeurs de compléments alimentaires, ils nous donnent quelque part des repères, parce que par exemple le ZMA, pour récupérer, on se dit ok, donc si ça c'est une formule qui est avérée, qui aide à la récupération nerveuse, je vais orienter mon alimentation pour avoir un ZMA entre guillemets sous forme alimentaire. C'est juste pour donner des pistes. Bien sûr, mais voilà comment on peut fonctionner. Pareil pour les personnes qui veulent enrichir leur diète en créatine, ils ont qu'à regarder un petit peu où est-ce qu'on trouve de la créatine naturellement, et ils vont voir qu'on peut augmenter son niveau de créatine, son taux de créatine dans son alimentation, sans avoir recours forcément aux compléments alimentaires. Après, c'est sûr que si on veut atteindre des dosages plus élevés, les compléments alimentaires, ça reste quelque chose... voilà, c'est du pur, quoi. Donc, oui, tout à fait. Pour chacun son point de vue dessus. Mais... Oui, moi les compléments alimentaires, quand on me demande souvent, même en aparté, puisqu'il y a des publicités dans mon magazine, publicités donc que je prends, moi je prends parti pour personne, hein, je les prends parce que c'est une source de revenus pour un support qui lui est gratuit. Je dis toujours que ça vient en plus de l'alimentation. Alors il faut faire le distinguo entre monsieur tout le monde qui fait un peu de sport pour être en forme, pour son bien-être, et celui qui fait de la compétition éventuellement culturiste ou autre, qui a des besoins accrus, vitaminiques, etc., et qui ne peut pas se gaver de fruits et légumes toute la journée, ou de protéines de toutes sortes, au risque de surcharger, comme je disais très bien tout à l'heure, l'appareil digestif. Donc voilà, distinguo, pour moi c'est un plus, un peu comme mon ami Thierry Casasnovas dit parfois une béquille sur laquelle on s'appuie, mais c'est pas pour moi essentiel si on n'a pas une activité physique qui est hyper intense. Alors il y a ça et la période de régime restrictif. Aussi. La période de régime, les diètes, on va dire, pas old school, mais on va dire classique, c'est poisson blanc,
très peu d'hydrates de carbone. En fait, finalement, on réduit déjà fortement les graisses, mais on réduit après son total calorique en gardant quand même un niveau élevé de protéines. Mais on réduit tellement son total calorique que forcément, micronutriments, on va en avoir de moins en moins. Donc là, peut-être que c'est intéressant de se tourner un petit peu vers, comme tu dis, des béquilles pour pas finir complètement épuisé. Parce que déjà qu'un régime, c'est difficile à suivre, bien que quand on part de loin, souvent on trouve de l'énergie à faire une diète en calories, mais quand on passe un certain niveau, donc je vais prendre un exemple, quand on descend en dessous des 10% de masse grasse, enfin c'est pas les 10%, mais c'est le taux moyen pour notre système hormonal, le taux minimum pour que notre système hormonal fonctionne correctement. Quand on descend en dessous, là on se rend compte qu'il y a plein de choses qui se passent, on perd du muscle, la libido commence à faire des hauts et des bas. Et c'est là qu'il faut vraiment se concentrer sur tout ce que tu as dit, les micronutriments, parce que il va falloir essayer de trouver dans son aliment qui va être pauvre en calories le maximum de micronutriments. Et là, forcément, on est obligé de se tourner vers du bio, vers du cru, vers nos sources de glucides. Ça sera forcément des fruits, parce que c'est celles qui vont nous apporter le plus. C'est pas du riz, nous apporte rien, à part une valeur calorique et quelques fibres, des choses comme ça. Donc c'est à ce moment-là que ça va être important et de faire les bons choix. Mais tant qu'on s'est pas mis dans cette période de régime, etc., on se rend pas compte que le corps il peut être épuisé alors qu'on mange bien et qu'on fait du sport. Parce qu'il faut pas oublier que le sport reste un stress pour l'organisme. Donc quand on le fait en période de régime, c'est très 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 épuisant. Alors justement, ça me permet d'enchaîner sur le système nerveux. Il y a le stress de la vie quotidienne, j'en parlais tout à l'heure. Il y a le stress induit par un entraînement qui est quotidien, qui est parfois très intense, et au fur et à mesure que l'on progresse qualitativement dans cet entraînement, dans la connaissance de son corps, on a des connexions, ce qu'on appelle neuromusculaires, qui sont tellement aiguisées qu'on sait très rapidement se mettre dans le rouge en termes de sensations, hein, mais de sensations, ça peut très vite dériver dans ce que l'on peut communément appeler le surentraînement. Pour faire juste un petit parallèle avec, et en finir pour la diététique, parce qu'on aurait tellement de choses à dire sur la diététique, malheureusement aujourd'hui le temps nous manquera, mais avant de revenir sur le système nerveux, un petit mot sur les graisses, parce que les graisses, toi et moi, on sait, et on est beaucoup à le savoir, et heureusement aujourd'hui les informations qui vont dans ce sens-là, qu'elles sont fondamentales non seulement pour notre état général, pour le bien-être de notre corps, de nos cellules, qui sont, ne serait-ce que la membrane de nos propres cellules est composée de graisse, les récepteurs qui sont fondamentaux à toutes les réactions biochimiques se trouvent dans un espace comme ça qui est entouré de graisse, donc fondamental pour les échanges intercellulaires en termes de communication, sans trop rentrer dans les détails. Le cholestérol, tu le sais, est la base fondamentale de ce qui va être créé par la suite par le corps, par les testicules chez l'homme, les ovaires chez la femme, les glandes surrénales, c'est-à-dire la testostérone, ou les oestrogènes chez la femme. Donc, dis-nous et insiste, aide-moi dans ce discours-là, c'est que ceux qui, des fois, font des régimes sans gras du tout, sans huile d'olive, sans huile de coco, sans olive, sans graisse de toute part, possible et imaginable, animale ou pas, qu'ils auront un impact délétère pour la santé, parce que ça fait partie vraiment du fonctionnement général du corps humain. Ouais. Déjà, juste quelque chose d'intéressant pour les gens, j'en avais parlé dans un précédent podcast aussi, c'est que les gens, je vais leur poser la question, est-ce qu'ils savent quel est l'organe le plus gras, qui est quasiment aussi gras que du tissu adipeux dans le corps humain? C'est le cerveau. Donc déjà, quand on part de ce principe-là, on se dit, attends, le cerveau, s'il est aussi gras que mon tour de taille ou que mes fesses, de quoi il a besoin? Oui. Donc ça, c'est important. Après, comme disait Michael Gundy, il dit, par contre, il va se nourrir du gras que tu lui donnes. Donc là que c'est important de savoir quelle graisse on fait rentrer dans son organisme. Après, comme tu disais, forcément, moi qui ai fait l'expérience pour plusieurs shootings photos, de faire des régimes très très bas en glucides, voire zéro glucides, je peux te dire que j'avais zéro problème de libido. Donc, parce que tu conservais de bonnes graisses. Voilà. Mon système hormonal tournait bien parce que justement j'avais cet apport en graisse qui était constant. C'est important de le souligner, tout à fait. Voilà, ouais. Et quand je dis constant, c'est pas une cuillère à café d'huile d'olive, c'est des jaunes d'œufs, c'est un avocat entier, même si c'est 360 calories un avocat, ça sera un avocat entier. Ah, oui. Hier encore, j'ai posté sur mon Facebook une recette où je fais de la mayonnaise maison
avec jaune d'œuf bio, de l'huile de colza bio, un peu de moutarde à l'ancienne, des choses comme ça, j'ai des lipides dans mon alimentation. Et c'est hyper bon en plus. Pardon? Et c'est hyper bon en plus. Voilà, c'est super bon. Et qu'on parle du muscle, donc de ce qui va favoriser l'hypertrophie, donc comme tu disais, la testostérone, les hormones, tout ça, ça a du positif, mais après, c'est également ce qui participe à la structure, que ce soit du cœur, des intestins, de tout ça. Donc, un cœur qui de la vie cellulaire. Tu sais, chaque voilà, organe, il est composé de cellules, et vu que les cellules ont besoin de gras pour leur élasticité, mais pour leur vie tout court, donc on comprend à l'échelle du corps humain que c'est vital. Voilà, c'est ça. Et quand on parle de cholestérol, les gens font souvent le lien avec le mauvais cholestérol, on va dire, entre guillemets, celui qu'on entend partout. Il faut savoir que les résidus toxiques sont liés à un sucre de mauvaise qualité couplé à des graisses, et c'est ça qui fabrique ce qui est nocif dans le cholestérol, ce qui pourra créer des infarctus, des choses comme ça. Mais c'est pas le gras alimentaire qu'on va manger, le bon gras alimentaire qu'on va manger dans les huiles et tout. C'est pas celui-là qui va nous faire mal. C'est souvent ce qu'il y a à côté. L'hygiène de vie, la mauvaise hygiène de vie, les mauvaises habitudes et surtout les mauvaises habitudes alimentaires et surtout les sucres. Moi, je fais le combat au sucre. Je sais pas si tu l'as remarqué. Oui, moi, j'ai remarqué. L'objectif, c'est que les gens prennent conscience qu'il y a quelques années en arrière et pas si vieux que ça, le sucre n'existait pas. Et si aujourd'hui on est ici, on est vivant, on peut parler, on a réussi à survivre sans ces Kinder, sans ces poudres de sucre rapide pendant l'entraînement et tout. Vrai. Pour moi, ça c'est du fake, quoi. C'est sûr, ça aide sur le moment, ouais. Mais pour moi c'est du poison, quoi. Et je voulais dire autre chose par rapport aux graisses. Un truc intéressant que j'avais lu il y a pas longtemps. On sait que la graisse de coco, par exemple, d'huile de coco, qui tient, je vous donne un conseil, parfaitement à la cuisson, qui a un point de fumée relativement élevé, donc remplacez toutes vos huiles actuelles par de l'huile de coco pour cuire vos aliments, aide à la production de globules blancs par la moelle épinière, par la moelle osseuse, pardon. Donc c'est quand même quelque chose les globules blancs, c'est ce qui fait l'immunité, le système immunitaire. Fondamental. Voilà, encore un point positif pour les graisses. Mais il y en a plein d'autres. Là, je cite juste ce qui me vient en tête. Bien sûr, bien sûr. On pourrait parler des graisses alimentaires et des graisses tout court pendant tout un podcast sans problème. Ouais, moi, je pense que si on se refait des podcasts, on se prend un sujet bien précis, on invitera et puis on débat dessus. Ouais. Si ça te dit, on peut faire ça par contre. Hein, si ça plaît aux internautes, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Allez, on revient un petit peu à ce que j'ai parlé juste avant. On parlait de testostérone, on parlait de surrénal. Allez, qu'est-ce qui traverse un peu tout le corps, hein? Au-delà de notre colonne vertébrale, il y a la moelle épinière, il y a le système nerveux. Alors lui, il est hyper important. Avec mon ami Casasnovas, on a fait, tu as vu des articles qui tournent sur la testostérone et sur l'importance d'un système nerveux en bonne forme en fait. Hein. Ouais. Comment fait-on pour le garder en bonne santé, système nerveux? Moi, je vais te permettre d'enchaîner sur un seul mot, c'est le sommeil, la récupération. Donc on parle d'entraînement, de qualité d'un entraînement, mais il faut insister aussi sur la récupération. C'est ça. Alors, ça tombe bien parce que récemment, j'ai fait une petite vidéo formation pour les membres de mon site sur justement ce sujet, où on est un petit peu vague finalement dans les recommandations classiques, où on dit il faut dormir 8 heures, il faut dormir 9 heures, il faut dormir minimum 7 heures. On donne un petit peu des informations comme ça et puis débrouillez-vous avec. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, c'est mon point de vue, je ne sais pas si tu seras d'accord, mais pour moi, un sommeil de 6 heures peut être plus récupérateur qu'un sommeil de 9 heures, à partir du moment où le corps, pendant ces 6 heures, est en repos total. Et quand je veux dire repos total, c'est pas parce qu'on s'est couché, on n'était pas stressé. Repos total, ça veut dire que le cycle de digestion, avant de se coucher, est au moins à 50% terminé. On va dire qu'il faut à peu près 6 heures pour digérer, en grosso modo. Hein, il y a des gens qui vont avoir un cycle de digestion beaucoup plus long, d'autres plus court. Mais à partir du moment où on se couche avec le système digestif qui bosse, le corps, il n'est pas au repos. Nous, on pense qu'on dort parce qu'on est épuisé, on a fait une grosse séance de squat, on est rincé. Mais par contre, après, on a mangé 1000 calories sur le repas et 1 heure après, on était au lit. Eh ben, si on avait 8 heures de sommeil, eh ben, on a 5 heures de sommeil qui vont être pas récupérateurs parce qu'on va être en train de digérer des substances lourdes comme des protéines, des glucides, des choses comme ça. Donc, le sommeil, réellement, ben, s'il y a 5 heures qui sont déjà perdues, il nous reste plus grand chose finalement pour pleinement récupérer. Donc, c'est ça. Ce qui est important dans le sommeil, c'est d'être en repos total.
Alors, Donc, c'est-à-dire, enfin, réussir à, le plus rapidement possible à être en repos total. C'est pas possible. On peut pas manger après à 16 heures et puis se coucher à 21 heures. Je sais bien, les gens ont une vie. Mais avoir après les bonnes habitudes, les bons réflexes. Si vous vous réveillez le matin et que vous êtes épuisé, c'est que vous n'avez pas récupéré. Donc, si vous n'avez pas récupéré, c'est que soit vraiment vous vous entraînez trop hard et que vous cramez votre système nerveux et derrière, vous ne donnez pas les éléments pour reconstruire tout ça. Donc, forcément, votre système nerveux ne récupère pas. Vous êtes trop fatigué. Soit réellement, c'est pendant la période de récupération qu'il y a un problème, c'est que cette période de récupération est incomplète. Donc le sommeil, regardez un petit peu, organisez votre nutrition plutôt dans la journée, qu'elle soit calorique plutôt dans la journée, et qu'après l'entraînement, essayez d'être, enfin après l'entraînement le soir surtout, parce qu'il y en a qui s'entraînent le matin, le soir, essayez d'être un petit peu plus léger et d'espacer votre dernier repas, votre heure d'endormissement. Si en effet on ne respecte pas ces conditions-là, la récupération sera moindre, voire néante. Il m'est arrivé dans le passé, en ne respectant pas tout ce que je viens de dire, de me lever le matin totalement fracassé. C'est ça. Mais moi aussi. Et des années en arrière, je me posais la question, alors vite je me jetais sur mon petit café, tiens, ça fera rire certaines personnes, pour me dire j'ai besoin de ça pour démarrer la journée. Aujourd'hui, j'ai besoin ni de café, ni de quoi que ce soit. Quand on me dit mais j'ai besoin du café, j'ai dit mais dors un peu plus tôt, ne surfe pas avant, mange un peu plus tôt. C'est difficile à faire, je sais ce qui nous écoutent, certains, ça résonne en eux en se disant c'est pas facile, c'est compliqué, d'autres qui sont sous chimie, et j'insiste bien sur ça, qui eux n'ont jamais mal, n'en sont jamais fatigués, etc., me diront mais moi je peux faire ce que je veux, continue à faire ce que tu veux, moi je respecte, mais prends en compte que là on s'adresse, enfin moi aujourd'hui avec toi, je m'adresse à 90% de la population, 99% qui sont pas sous chimie, et qui veulent être en bonne santé, et qui veulent essayer d'avoir des petites informations comme ça, de base, vraiment de base, qui peuvent les aider au quotidien. Mais c'est ça, ouais, c'est important de maîtriser ça et surtout de trouver des réponses parce que, comme toi, moi pareil, hein, je me réveillais et puis j'avais l'impression que, comme si je m'étais réveillé une heure après, quoi. Je me suis endormi, je me réveille une heure après et je suis pas, j'ai l'impression d'avoir fait une courte nuit. Alors que j'avais eu parfois même plus, 9 ou 10 heures. Et c'est parce que je me couchais trop tard, je mangeais trop tard, j'avais encore dans ma tête, il faut absolument manger une source de protéines avant d'aller se coucher. Alors je sais que oui, on catabolise la nuit, mais c'est normal, quelque part, c'est le cycle normal, on catabolise. C'est le cycle normal. Toi et moi aujourd'hui, est-ce que tu peux insister justement, excuse-moi, je t'interromps, insiste, parce que je sais que tu préconises ça dans tes vidéos, sur ton Facebook, enfin dans tes e-books, etc., sur le fait qu'il faut sortir un peu de ces dogmes. Moi-même, qui suis un peu plus âgé que toi, j'en sors tardivement. C'est-à-dire que le matin, on m'avait appris qu'il faut manger énormément. Tu sais, il y a le fameux adage, hein, un petit déjeuner de roi, etc. Qu'il faut, encore quand on est en période de prise de masse, éventuellement, parce que l'on s'adresse à certains de nos auditeurs qui sont des culturistes, qui veulent progresser, qu'il faut manger tardivement le soir, comme tu l'as dit aussi, abondamment. Sinon, on va cataboliser, etc. J'aimerais simplement dire aux internautes, je me montre très très peu sur Internet, en termes de photos, etc. Je suis en train de m'améliorer, je fais ce que je peux, mais pas forcément ce que je veux, plutôt lentement à 44 ans. Mais on me voit sur quelques vidéos pousser certaines charges avec le respect du mouvement, tu vois. Et je ne mange pratiquement rien. C'est ça. J'insiste sur ça. Excuse-moi, je vais faire une dernière aparté, mais pour qu'ils entendent bien, ceux qui nous écoutent, ceux qui me connaissent de Bodybuilding Rules, c'est peut-être tes auditeurs qui me connaissent moins, ou pas, c'est qu'aujourd'hui, moi-même, je suis surpris de voir qu'avec 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps, je maintiens 94 kilos à l'heure actuelle. J'ai une force qui est décuplée à l'entraînement en partant qu'avec des jus de 2 tiers, allez, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers de légumes, 1 tiers de fruits. Au risque de me faire une séance de cuisse, de tomber en hypoglycémie, etc. Eh ben non, j'ai battu même certaines de mes performances avec ça. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui doit faire ça. Hein. Encore une fois, s'ils ont entendu le début de notre podcast, il faut faire son propre apprentissage. Moi, ça me convient en ce moment. Et qu'aujourd'hui, je mange quand j'en ressens le besoin. Je fais confiance à mon corps, je fais confiance à ce que je ressens. Tu sais, le gargouillis de mon estomac, je l'entends. Avant, il me disait, c'est qu'il faut manger. Non, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être la digestion qui est en train de se faire tout simplement. Et peut-être bien ou pas, ou mal, en fonction de ce que j'ai mangé avant, lavé, etc. Bref, voilà, j'ai fini mon aparté. C'est juste pour dire, sortir un peu de ces dogmes, faire confiance à ce que les ancêtres ont fait bien avant nous, c'est-à-dire se lever, essayer de nourrir de la manière la plus adéquate possible. Enfin, ils ne pouvaient pas faire autrement que de nourrir de ce qu'il y avait dans la nature, hein.
parce qu'ils n'avaient pas un frigo, ils n'avaient pas des grandes enseignes dans lesquelles ils tendaient le bras, ils prenaient un pack de viande emballé, la nourriture tu as morte, et pas du tout physiologique. Hein. Voilà. Ouais. C'était, allez, ma petite aparté, petit coup de gueule, mais ça n'en est pas vraiment un, c'était juste pour réveiller un petit peu les consciences, je pense, à ce niveau-là. C'est ça, mais alors, pour donner un exemple, ça c'est encore une théorie, c'est un truc que j'avais remarqué et je trouve ça, j'ai pas de réponse si tu veux pour ça, mais je trouve ça intéressant d'en parler. Tu sais, par exemple, on a retrouvé des vieux dessins grecs, des vieilles statues grecques, etc. Et ces statues, elles étaient musclées avec des abdominaux, des pectoraux, des belles cuisses et tout. À quel moment un peintre ou un sculpteur aurait pu deviner à quoi ressemblaient des abdominaux et des cuisses s'il n'en avait jamais vu de sa vie? Donc c'est bien la preuve qu'avant, des physiques esthétiques et athlétiques existaient sous la même forme que nous. Enfin, ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est plus ou moins ces physiques-là, les Grecs, les Apollons, tous ces trucs-là. Et donc c'est que ça existait avant. Ça existait sans caséine, ça existait sans BCA. Donc peut-être qu'après ils mangeaient beaucoup avant d'aller se coucher, j'en sais rien. J'en sais rien, mais en tout cas, Théo, eux, il n'y avait pas ce manque de sommeil, ce stress, ce Facebook, cette sédentarité. Aujourd'hui, on est assis toute la journée sur des fauteuils, enfin certains, ceux qui n'ont pas de bureau. C'est le mode de vie actuel qui a changé, en fait. Et ce mode de vie-là, il nous emmène tout droit dans le mur, c'est-à-dire une santé que l'on perd progressivement, d'où ces fameuses maladies de civilisation qu'on évoquait des fois au téléphone, toi et moi, hors podcast, bien évidemment. Et c'est vrai, ça existait bien avant. Donc il faut revenir simplement à un mode de vie qui est physiologique, donc qui respecte le fonctionnement du corps humain, une alimentation qui est physiologique, un mode de vie général en fait, hein, voilà, qui va dans le bon sens, celui de la santé. Ouais. Et il faut enlever la terreur des gens s'ils arrêtent les compléments alimentaires, les types de protéines, ils vont perdre du poids, du muscle, etc. Ça reste un complément alimentaire qui soit par alimentation solide ou en poudre. Tout le monde peut les virer, ces compléments alimentaires, il n'y a pas de risque. Il ne faut pas avoir peur de perdre 3 kilos de muscle quand on va dormir parce qu'on n'a pas pris sa caséine. Je vais être honnête, j'ai dû prendre dans toute ma vie peut-être 2 mois de la caséine. Tu vois, c'est bien de le dire. Alors, on va pas se faire que des amis. Moi, j'ai quelques sponsors qui risquent d'écouter, mais je leur dis de toute façon au téléphone quand je les ai oui, toi tu en as pas, voilà. Et moi, peut-être qu'un jour, j'en aurai plus du tout non plus. De diverses manières, peu importe. Quoi qu'il en soit, quand j'en prends, parce qu'il m'arrive de prendre quelques compléments alimentaires, c'est quand vraiment j'ai pas pu faire autrement. Ouais. Je sais que d'autres de mes amis, par exemple proches, qui font des compétitions, ne jurent que par ça, mais parce qu'ils ont, eux, un besoin massif en protéines et qu'ils vont pas se gaver de viande ou même de légumes, parce qu'après on pourrait rentrer dans les protéines à chaîne courte, à chaîne longue, la digestibilité, bon ça serait tellement vaste, on le fera, j'espère, dans d'autres podcasts. Et au moins précisément, et excusez-nous, hein, chers internautes, on partira pas dans tous les sens, mais là c'est le freestyle qui est parti là. Donc, pour moi, ça reste ce que je disais tout à l'heure, la béquille. Donc ceux qui nous écoutent, essayez de faire vraiment le distinguo entre vous préparez une compétition, ben, ça fait partie de votre panoplie, très bien, mais les autres, vous n'avez pas forcément besoin. Vous êtes en bonne santé, ou en tout cas vous voulez redevenir quelqu'un en bonne santé, vous pouvez le faire à travers une alimentation qui est saine, le plus possible bio, comme dit nos amis Casasnovas, Joyeux, etc., de proximité, et en plus vous faites travailler comme ça les acteurs de la vie économique locale. Ouais, ça coûte pas forcément plus cher, enfin, ça coûte cher de manger bio par rapport, si on prend une alimentation clean non bio et clean bio, oui, le panier sera pas le même au niveau tarif. Mais par contre, si on passe d'une alimentation bouteille de vodka, pâtes, lasagne préparée, Nutella, toutes ces conneries-là, plus quelques fruits et légumes, plus de la viande, et qu'on compare à un panier clean et bio, la différence, elle n'est pas énorme, et les gens, ils peuvent le vérifier. J'avais fait une vidéo sur mon site pour en parler. Donc, avec une liste de courses, j'ai pris les prix sur un site en ligne, etc. C'est tous les à côté qui coûtent cher. C'est la bouteille à 90 € de vodka qu'on va prendre en boîte de nuit. C'est tous ces petits extras. C'est pas forcément la nourriture en elle-même qui coûte cher. Et tu as tout à fait raison, parce que après savoir ce qu'on veut faire, c'est savoir ce qu'on c'est tout simple. Hein. Faut voir si on est capable, quand on va faire ses courses, de ne pas acheter des bêtises qui vont être dans les placards. Il y en a qui peuvent pas. Il y en a qui peuvent pas se passer, ils veulent toujours avoir un peu de sucre sous le coude. Exactement. Alors, moi, j'ai fait quoi? Quand j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui ont écouté, que je prenais 1 gramme à peu près, hein, parce que je calcule même plus, aujourd'hui, ce que je fais tout à la sensation. 1 gramme de protéines, 1,5 g par kilo de poids de corps. Mais en fait, c'est parce que j'ai diminué un peu certaines sources
beaucoup de sources animales qu'aujourd'hui je ne prends plus, parce que ceux qui me connaissent un peu plus, je commence à le dire maintenant aussi sur Internet, moi la viande rouge c'est fini depuis très très longtemps, sauf quand je suis en voyage, je peux pas faire autrement ou un repas familial. Je prends un peu de poisson, des blancs d'œufs, et beaucoup par contre de protéines végétales en fait. Mm. Comme j'ai dit tout à l'heure, 94 kilos ça n'a pas bougé. Donc il y a quand même, en termes de poids de corps, il y a quelque chose à comprendre là-dedans, c'est que encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure par rapport à la qualité d'entraînement, la qualité de mon alimentation s'est améliorée, ma qualité de vie s'est améliorée aussi, et mon poids n'a pas bougé. Et ma force est augmentée, ma vigilance, enfin ma qualité de vie tout court, donc allez pour résumer, parce que sinon je pars encore dans mes travers. Pour revenir au panier moyen, je me suis aperçu, parce que je sais à peu près combien je dépense par semaine, que je dépensais un certain montant. Aujourd'hui, je dépense le même montant, mais parce que je prends du bio, ou en tout cas des aliments qualitatifs, mais en moindre quantité qu'avant un panier qui était énorme et bourré de conneries. Donc moi je peux te dire, pour aller dans ton sens, que ça a à peine bougé. Des fois c'est un petit peu plus cher le panier, mais des fois il est pareil, voire moins cher, mais qualitatif. Et puis c'est une autre façon de faire ses courses aussi. On va plus aux mêmes endroits et puis on a tendance à pas faire des gros paniers de courses, mais des plus petits, parce que forcément quand on commence à consommer beaucoup de légumes, des choses comme ça, on aime bien avoir des produits frais, donc on va pas prendre des légumes pour un mois, on va en prendre pour 4-5 jours maximum, les consommer et puis y retourner, donc la fréquence n'est pas la même aussi. Et puis voilà. Mais tu vois, je pense que tout à l'heure tu voulais parler par rapport aux critiques entre guillemets que j'avais sur le volume aussi de mes assiettes que je poste des fois où les gens me disent mais tu manges que ça, je tomberai par terre. Ouais. Mais souvent quand je leur révèle le total calorique de cette assiette, ils tombent par terre parce que avec les lipides, c'est 9 calories, lipides, c'est ça. 9 calories pour 1 gramme, donc c'est le double des glucides. Mais les gens, quand ils boivent pas de féculents dans une assiette, pour eux, ils vont mourir, ils vont tomber, hypoglycémie, etc. Mais je suis persuadé que moi, sans glucides, je fais beaucoup moins d'hypoglycémie que les autres et mon taux d'insuline ne fluctue pas autant. Et c'est les gens qui fassent l'essai un jour, qu'ils essaient d'aller, non pas faire une grosse séance violente à jeun, je dis pas ça, mais qu'ils aillent essayer de faire un petit peu une marche rapide avec des abdos, une sortie en vélo le matin à la matinée à jeun. Et qu'ils essayent de faire la même chose 2 ou 3 heures après un petit déjeuner classique. Et ils verront dans les deux cas de figure à quel moment ils se sentiront le mieux et le moins bien. C'est ça. L'insuline, tant qu'elle est au réveil, j'ai remarqué une chose, c'est tant qu'on ne bouscule pas ce taux de sucre, quand on ne bouscule pas notre pancréas à produire de l'insuline, on peut tenir très longtemps sans avoir de coups de mou. 14, 15, 16 heures même. Ça m'est arrivé de tenir très très longtemps sans manger. Enfin, très très longtemps. C'est pas un jeûne non plus que j'ai pris. Ouais. Il m'arrivait par période j'avais un travail où je commençais à 7 heures et je finissais en fin de journée assez tard. Et je me lançais des défis comme ça parce que j'étais déjà un petit peu averti sur les vertus de laisser son système digestif au repos pendant 24 heures. Donc je mangeais le soir à 21h et après je remangeais que le lendemain vers 21h. Et je me rendais compte que vers midi, j'avais une petite faim qui se présentait, par habitude, c'est les habitudes, je commençais à avoir un petit peu faim, mais qu'après, à 14-15 heures, hop, ça me détendait, et je me sentais bien, je me sentais, tu sais, un peu comme quand tu sors de la séance de muscu, t'es d'endorphine, ouais. T'as envie de parler, t'as envie de... T'es bien. Et ben, c'est ce même ressenti. Après, je dis pas que pendant cette période, il faut faire des séances intenses, parce que forcément, les gens qui sont pas habitués, oui, peut-être qu'ils peuvent faire une petite hypoglycémie. Mais par contre, c'est une expérience au moins à tester pour ceux qui sont en surpoids. Ça pourra pas leur faire de mal, et surtout les personnes qui mangent mal et qui décident de commencer à faire attention à leur alimentation, une fois par mois, une fois tous les 15 jours, de faire pendant 24 heures, laisser son système digestif se reposer, et vous allez voir que c'est pas quelque chose d'impossible, et on meurt pas en 24 heures, je vous rassure, hein, même si on a besoin d'eau pour survivre, et encore que, pas tant que ça, comme on pourrait dire souvent, c'est pas 24 heures qui vont vous flinguer, que ça soit votre masse musculaire ou autre. Avec ma compagne Sabine, on a testé, donc tu imagines, je dis attends d'être quadragénaire pour tenter éventuellement de faire un jour de jeûne. Ça va intéresser certains de nos internautes ou pas, peu importe, en tout cas moi je transmets cette info. Pareil, cette phobie de me dire et le catabolisme, et la masse musculaire, et que va-t-il se passer, etc.
Mais quand tu as des connaissances minimes en physiologie, encore une fois, en anatomie, surtout en fonctionnement cellulaire, comment fonctionne le corps humain, comprendre qu'on n'est pas une entité comme ça extérieure, ce que l'on voit à travers un écran, là, tous les deux, mais qu'à l'intérieur, il y a une vie en nous, une vie donc bactérienne, cellulaire. Et que eux-mêmes, ils ont besoin, tout comme nous, de respirer un air le plus pur possible, d'avoir une alimentation la plus, je l'ai répété plusieurs fois, physiologique possible, la plus saine possible, elle aussi. Et qu'ils vont avoir, tout comme nous on fait notre boulot toute la journée, ils font leur boulot à l'intérieur de nous. En fait, on est une hôte à bactéries, un hôte de cellules, en fait. Et que quand je me suis aperçu qu'en ne mangeant pas, en faisant un jour de jeûne, je laissais tranquille un petit peu toutes ces personnes-là, et que je laissais faire certaines opérations de nettoyage, de réparation, et que bizarrement, le jour d'après, je me sentais encore mieux, et que j'avais l'impression que certaines douleurs disparaissaient. Alors je te parle de choses qui sont passées il y a 2 ans, et surtout l'an dernier. J'avais des tendinites assez chroniques, alors je pensais que c'était mécanique, dû à une fréquence d'entraînement qui était trop rapprochée. Mais comme je suis tombé, tu le sais, peut-être les internautes le savent, dans une période où j'ai beaucoup bossé pour le MAG et je me suis beaucoup moins entraîné, déduction, je me suis dit, je m'entraîne moins. Ça peut pas être la surutilisation. Et donc, c'est quoi? Alors, on rentrera dans d'autres podcasts sur l'acidification d'une certaine alimentation. Hein. Donc, le jeûne m'a permis vraiment, moi aussi, de découvrir certaines choses et de me sentir beaucoup mieux. Et quand je me mettais sur la balance, il n'y avait pas de fluctuation sur une semaine totale, hein, avec un jour de jeûne au milieu. Alors, généralement, on fait un jour de jeûne des fois le dimanche, des fois quand ça nous prend, quand on le peut, parce que quand on bosse, ça va être un peu compliqué. Donc, c'est souvent le week-end ou en vacances, tu vois. Ouais. Et c'est très bien. Alors, ce que je dirais, c'est jamais des conseils vraiment à suivre à la lettre. Hein. Simplement dire aux gens, mais peut-être de suivre toutes les vidéos que tu préconises, des liens que je vais mettre sous la vidéo de collaborateurs du magazine et de gens que j'affectionne moi sur Internet. Je vais laisser une série de vidéos bien ciblées. Si vous les écoutez, vous allez peut-être avoir une ouverture d'esprit un peu plus importante et vous orienter tout doucement vers des choses que vous allez tester sur vous et vous nous direz peut-être en commentaire dans quelques semaines, quelques mois comment vous vous sentez. Donc, on a parlé de sommeil, l'importance de récupération. Je voudrais qu'on parle aussi de l'importance vu qu'on parle de performance physique, de progression, etc., de l'importance de la souplesse et des étirements. Tu les intègres comment dans ta panoplie, hein, en fait, de l'entraînement? Alors, au niveau des étirements, j'ai mis très longtemps à m'occuper un petit peu de cette partie de l'entraînement, parce que c'est une partie de l'entraînement et de la récupération. C'est quand j'ai commencé à avoir mal, tout simplement, comme tout le monde. Les épaules qui partent en avant, le bas du dos qui commence à tirer le matin au réveil, des choses comme ça. Moi, je pars du principe que si je me fixe un temps, par exemple dans la journée pour les faire, ça va durer une semaine et après je vais oublier. Parce que, je vais être honnête, les étirements, c'est pas aussi excitant qu'une séance de muscu. Donc, je préfère les faire à mon rythme, un petit peu pendant la séance, entre des séries, pour décongestionner, etc., pour récupérer un petit peu de mobilité. Ou tout simplement après la séance. Si par exemple j'ai fait une grosse séance d'épaule, j'aime bien étirer un petit peu sous tous les angles pour redonner de la mobilité. Après, chez moi, j'ai un rouleau d'automassage et quand j'ai des petites tensions, je roule dessus. Je me sers aussi d'une balle de tennis que j'avais trouvée, je sais plus où. Voilà. Je fais comme toi, exactement. À aucun moment, je me suis formé là-dessus, mais c'est instinctif. Moi, j'avais souvent des douleurs sur le côté de l'épaule, donc je mettais la balle de tennis entre le mur et mon épaule. Voilà. Je m'appuyais, ça me faisait un bien fou, et voilà. Et en plus, on arrive à avoir une force d'appui que aucun masseur ne pourra avoir, parce que nous, on sent en temps réel et la pression et la douleur. Donc, on arrive vraiment à se faire du bien de cette façon. Donc, moi, c'est voilà comment je traite après, en général. Quand je commence à avoir des tensions, je commence à masser, mais je fais pas du préventif en permanence. Okay. C'est-à-dire que à part pendant la séance, le muscle entraîné est partiellement étiré durant la séance. Okay. Mais je fais pas des étirements. Je cherche pas à m'assouplir. Moi, je fais comme toi, comme me l'a conseillé moi Ben Fato, puis je buvais pas assez. Alors par contre, moi je bois pas mal entre les séries et je m'étire aussi pas mal. Voilà. Tu congestionnes plus, non? Du coup. Énormément. Ouais, mais j'ai remarqué ça aussi. Énormément, c'est un truc de dingue. Franchement, il y a un bien-être là aussi total depuis que je fais ça. Et même au niveau digestif, mais on y reviendra dans un prochain podcast, grâce à l'eau. Donc, importance voilà, de la souplesse
et qu'il faut conserver comme ça, surtout qu'on s'entraîne très 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 fréquemment. Et pour améliorer une récupération dite active en fait. Donc moi je le fais tout comme toi pendant et un tout petit peu après avec 2 rouleaux. J'en ai un très très grand pour les masses corporelles comme le dos, les cuisses, etc. Et un plus petit que je cale sous le triceps, sur le biceps, que je me mets sur le comptoir de ma maison. Et je me suis aperçu qu'en termes de récupération, c'est beaucoup mieux. Parce que là aussi, sans aller très très loin dans mes propos, parce que j'ai envie d'aborder tous les autres thèmes, et on va faire un peu plus court par terme, je me suis aperçu que la douleur que j'ai le lendemain, il faut que les internautes sachent, elle n'est pas parfois que musculaire. Parfois elle est tendineuse, parfois elle peut être carrément même articulaire. Donc essayez d'avoir un entraînement de qualité pour cibler que le muscle et de l'aider à récupérer avec une bonne alimentation, un bon repos comme on a dit tout à l'heure, un bon sommeil et des petits massages, une récupération active. Au niveau de tes points forts, tes points faibles. Alors moi je t'ai dit souvent en aparté, les pecs chez toi c'est un truc je pense qui est un de tes points forts, les biceps etc. Donc tu vas sans doute conseiller aux internautes, tu le répètes suffisamment hein, sur tes réseaux, qu'il faut travailler prioritairement les points faibles. Qu'est-ce que tu conseilles à ceux qui vraiment désespèrent d'augmenter un point faible? Alors, je pourrais sortir des théories pour développer un point faible, mais le mieux c'est de parler de ce que j'ai fait. J'ai voulu avoir des pecs, j'ai entraîné mes pecs, et je les ai entraînés 3 fois par semaine. Donc je suis honnête avec les gens, je les ai entraînés 3 fois par semaine. Au moins une de ces 3 séances était très lourde. Donc lourde, mais ciblée, encore une fois, voilà, technique lourde, parfaite. Voilà, c'est ça. Lourde, mais sur des exercices qui me donnaient des bonnes sensations. Toujours. Il fallait d'abord, j'augmentais mes charges sur des exercices où je sentais mes pectoraux travailler. Et après, les autres séances, c'était des rappels, mais des séances complètes. Hein. C'était pas, je plaçais une séance de pectoraux avec les épaules ou quoi. Comment tu les plaçais les 3 par semaine pour avoir suffisamment de récupération? Lundi, mercredi, vendredi. Ok. Je sacrifiais souvent les épaules, les triceps. Voilà, donc ça pouvait sauter si tu veux. Voilà, tu avais juste Moi j'ai de la chance d'avoir les biceps en point fort. Ouais. Donc du coup, parce que mes pectoraux à la base étaient un point faible. Hein. D'accord. Pour savoir autre chose, c'est que c'était un muscle qui voulait pas grossir. Donc j'ai fait ça et forcément on est obligé de sacrifier autre chose. On peut pas, sinon ça veut dire qu'on a que des points faibles. Oui, même quitte à ce que ça dure qu'un temps, en effet. Et puis, les gens me disent, ouais, mais les épaules, c'est important de les travailler. Ok, mais tous les exercices de poussée, les épaules, elles bossent. Hein. Les font intervenir. Elles vont pas perdre leur volume musculaire. Elles ont quand même une stimulation, surtout si on entraîne les pectoraux 3 fois par semaine. Donc après, bon, ça, c'est ce que j'ai fait moi, personnellement. Faut savoir que pendant cette période, j'étais pas en excès calorique. Donc j'étais soit en maintien de poids, soit en hypocalorie, puisque j'étais toujours dans une quête de perte du gras. Voilà. Donc ça a marché quand même, faut bien comprendre ça. Et un point faible en général, le seul conseil que je peux donner, c'est apprenez à ressentir votre muscle à l'entraînement, à le faire congestionner et à le courbaturer. Déjà, si vous arrivez à avoir ça à chaque séance, arriver à bien le sentir, à bien le recruter et le lendemain à le courbaturer, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Et les courbatures, pour reprendre Gundy et Delavier, une courbature pour les pecs qui se situe au tendon épaules pectoraux, c'est pas une bonne courbature. C'est souvent une courbature où on descend trop parce qu'on a des grands. Comme je disais tout à l'heure, c'est ça, voilà, articulaire. Trop bas. Une bonne courbature, c'est la courbature quand on appuie au cœur du muscle. Là, on sent que ça a bossé, que c'est épuisé, que c'est brisé et que ça a besoin de récupérer. Donc à partir de là, si on arrive à avoir et la congestion, la sensation et des courbatures le lendemain, on peut supposer que la séance est correcte pour ce muscle et essayer de faire progresser soit en répétition, soit en poids, pour essayer de faire évoluer la masse musculaire de ce point faible. De potentialiser le principe, le phénomène d'adaptation en tout cas. Parfait, enfin, moi je pense que c'est un bon résumé en tout cas. Moi je sais que j'essaie de le faire en ce moment sur les biceps, qui est un point faible. Alors entre mes connaissances, parce que moi c'est véritablement un point faible, hein. J'ai tout essayé, les biceps, les supersets, les séries géantes. C'est un muscle que de toute façon je n'utilise pas parce que j'ai un travail qui est sédentaire, tu vois. Mais je peux pas dire que c'est que ça, puisque le triceps c'est mon point fort et c'est pas en bougeant la souris que je fais travailler mon triceps, tu vois ce que je veux dire, hein. Donc j'essaie d'aller contre ma génétique un petit peu et je trouve aujourd'hui des voies, alors que j'ai dépassé la quarantaine, qui me permettent de l'augmenter. Même si à la quarantaine je m'affronte aussi à mon taux de testostérone qui baisse, à des réactions physiologiques qui sont plus du tout les mêmes qu'à la vingtaine, à la trentaine. Donc la muscu et la recherche du bien-être et de la longévité,
c'est une perpétuelle remise en question. Beaucoup d'objectivité il faut envers soi-même pour essayer de continuer à progresser. Le cardio. Alors le cardio, moi je donne mon petit exemple. En ce moment, je me régale avec pour un bien-être aussi psychique, mental. Je t'ai parlé de VTT, courir au bord de la plage, qui est à moins d'1 kilomètre de là où je suis actuellement, là où j'enregistre ce podcast avec toi. Je l'intègre moi personnellement plus pour le plaisir en ce moment et de manière additionnelle, moi ça me permet de perdre le gras que j'ai au niveau de l'estomac progressivement, parce que c'est surtout l'alimentation dont j'ai parlé avant, moi qui m'aide à le perdre. Toi, tu conseilles quoi en termes de cardio pour tous les bienfaits que ça peut apporter, éventuellement pour la perte de gras localisé ou général? Alors, moi, pour le cardio, déjà, je trouve que c'est utile dans tous les cas. C'est-à-dire que même si on cherche pas, voilà, si on cherche pas à perdre forcément du gras, ne serait-ce que pour le système cardiovasculaire, ça peut être intéressant. Et puis même faire circuler, quoi. Parce que la muscu, on est en mouvement, mais on reste quand même statique. Donc, je trouve que c'est intéressant. Après, dans un objectif perte de graisse, il y a deux solutions. La première, on va dire que les méthodes modernes l'ont exclu. C'est le cardio à jeun. Toutes les méthodes modernes et tous les auteurs modernes et tout, ils vont nous dire que il y a rien de mieux pour cataboliser. Ouais. C'est toujours pareil, ces fameux dogmes là. Voilà. Sauf que, peut-être, c'est vrai que ça fait cataboliser, et plus on catabolise, plus on perd du gras aussi. Donc, après, moi, c'est mon point de vue que je donne. Je sais que quand je faisais du cardio, le ventre vide, je séchais plus vite. Donc, voilà. Après, derrière, il faut pour moins cataboliser, il faut avoir un entraînement suffisamment intense et une diète suffisamment bien calibrée en nutriments et macronutriments pour perdre le moins de muscles possible. La deuxième solution, qui est valable pour les personnes qui n'ont pas le temps, parce que oui, les moyens, parce que le temps est un moyen. Le HIIT. Voilà, de faire 2 séances dans la journée, donc une cardio, une muscu, c'est de faire sa muscu, on pose souvent la question, et le cardio après. Parce que pendant sa muscu, on va cramer ses réserves de glycogène au maximum, et derrière, on va faire un peu de cardio, pas besoin d'en faire 45 minutes, on en fait 20 ou 30 minutes, allure modérée, qu'on puisse parler quand même, mais quand même qu'on s'essouffle un petit peu. Là, ça va un peu reproduire le cardio à jeun, parce qu'on va avoir cramé ses réserves. Et là, on attaque le cycle de Krebs, et là, on attaque vraiment les réserves graisseuses. Donc, ça permet, là, les personnes qui veulent absolument faire du cardio, qui raccourcissent leur séance de muscu et qui l'intensifient sur 45 minutes, que ça soit des efforts intenses et bien lourds et comme il faut, et derrière, qui mettent leur cardio, s'ils veulent faire leur cardio en même temps que la muscu. Et après, au niveau du HIIT, ça, c'est une méthode qui est très utile pour booster le métabolisme. Et de toute façon, les gens qui le font, en général, ils le sentent, parce que quand on le fait, par exemple, le matin, moi, je faisais des sprints, donc du 100 mètres, où je faisais 10 fois 100 mètres, et j'allais vraiment, voilà, et j'allais au maximum de mes capacités. Il faut pas être froussard au niveau du cœur, parce que ça envoie vraiment la graisse. Ouais. Et je faisais 10 fois 100 mètres comme ça. D'ailleurs, petite anecdote, j'avais fait ça à jeun. J'étais allé avec un pote qui avait pris un petit déjeuner, il est tombé en hypoglycémie, j'ai dû le ramener dans ma voiture et lui donner à manger chez moi parce qu'il est tombé raide, parce que lui avait mangé et pas moi. Et là, par contre, on se rend compte de choses, c'est que toute la journée, on va avoir faim, on va être de bonne humeur, on va être plein d'énergie, on sent qu'on a chaud, que le métabolisme, il y a une telle dette, il y a une récupération, il y a un bouleversement. Et le HIIT ressemble fortement à un effort de musculation parce que c'est des efforts très intenses sur moins de 45 secondes. Donc, c'est pour ça aussi qu'on voit les physiques de sprinters qui sont pas les mêmes que les physiques de personnes qui font de l'endurance, parce que on tape dans de la fibre rapide quand on fait des sprints. Et c'est pas la même chose, quoi. Et là, c'est utile pour un petit peu bouleverser justement son métabolisme, essayer de le rehausser un petit peu. Quand on est en prise de masse, c'est très intéressant parce que ça va brûler un petit peu de gras aussi. Donc, ça va éviter que le métabolisme ne ralentisse trop et ne fabrique trop de graisse. Par contre, le HIIT, quand on commence à être en période de restriction calorique trop intense, c'est-à-dire qu'on commence à descendre vraiment bas pour être très sec, je le recommande pas parce que l'influx nerveux qu'on a, mieux vaut le garder pour une séance de muscu et de faire un cardio basse intensité juste pour brûler des calories, mais tranquillement. Et pas cramer son système nerveux parce qu'après, à la muscu, on n'aura plus de force pour maintenir sa masse musculaire parce qu'on sait qu'au régime, faut pas chercher à faire des performances, mais au moins garder des certains traumatismes, quoi. Donc, essayer d'avoir une certaine charge. Et le HIIT pourrait nous épuiser pour maintenir ce niveau de force. Alors, ce qui me plaît dans ton discours, c'est ce que je retrouve malheureusement pas assez chez d'autres youtubeurs, tu vois.
C'est d'ailleurs que je n'écoute plus. Hein. Parfois, j'écoute une vidéo d'un certain gars et puis après, je me dis bon, j'écoute pas parce que non seulement je perds des neurones et heureusement, si j'ai une bonne alimentation, contrairement à ce qui a été dit en 1914 par Ramon Icara, on les refait les neurones, tu vois, même si on avance en âge. Donc avec certains, j'en perds trop, donc j'arrête. Avec toi, il y a toujours ce fameux bon sens hein, qui nous plaît à dire tous les deux ce mot-là. Enfin, je sais que tu m'avais caricaturé sous ce nom-là. Il y a de la logique. Il y a en fait toute une panoplie. C'est une espèce de puzzle que toi tu remets en place. Mais encore une fois, c'est cohérent ça. Donc voilà, ça j'aime. C'est pour ça que j'écoute moi tes vidéos et que j'invite mes auditeurs qui te connaîtraient un peu moins, mais ça m'étonnerait. Encore une fois, tu fais partie du magazine, à aller voir ton site. S'ils veulent plus d'informations, à aller te contacter directement parce que je sais que tu fais du coaching donc par mail, en phone coaching aussi. Hein. Tu as des e-books donc qui sont apparemment très cotés. Hein. Je vois souvent les messages des gens qui les commentent et donc voilà, c'est très valorisant pour toi. Je te félicite. Et puis je pense que tu vas faire partie des gens qui resteront avec un nom qualitatif dans le milieu du sport, du fitness et de la santé. Contrairement à d'autres pseudo-stars éphémères qui partiront tout aussi vite qu'ils sont arrivés. Ce qui est important, merci déjà pour ce message, c'est gentil, mais ce qui est important, c'est de rester indépendant et de rester, quelque part, quand on est passionné par ce qu'on fait, le discours, qu'il soit juste ou qu'il soit faux, amène à la réflexion. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, toi-même, tu n'es pas d'accord avec certains de mes propos, c'est certain, comme moi, je ne pourrais pas être d'accord avec certains des tiens, et vice-versa, on pourrait être d'accord avec d'autres points de vue, mais ça amène à la réflexion. Et à partir du moment où on est indépendant et qu'on n'a pas un message obligatoire à dire, on parle juste de notre passion, de nos ressentis, et aussi qu'on n'ait pas peur de parler de ses erreurs. La vidéo sur le surentraînement que j'avais fait, c'était pas une vidéo où j'expliquais le surentraînement. C'était une vidéo où je témoignais de mon surentraînement. Et ça, c'est assez rare de trouver des personnes qui sont sur YouTube et tout, qui, malheureusement, c'est dommage, se prennent un petit peu trop pour des super-héros. Et par moment, il faut savoir se montrer aux gens qu'on est comme tout le monde. Et quand j'ai fait cette vidéo sur le surentraînement, j'ai parlé de mon témoignage, j'ai parlé de mes erreurs, de mes faiblesses, parce que je sais que ça va aider les gens. Je sais qu'il y a des gens qui savent pas s'ils sont en surentraînement ou pas, ils tombent sur la vidéo, ils disent « Ah, j'ai le même symptôme que ça, lui, il a réussi à régler en faisant telle chose. » Et après, les mecs, ils m'envoient des messages de remerciement parce que, voilà, ils ont eu un témoignage. Et c'est important que ça soit dans le positif ou le négatif, donc dans les erreurs ou dans les compréhensions, on va dire, positives, de partager avec les gens. Donc Théo, moi ce que je conseille aux internautes, c'est de prendre certains points de la vidéo qui éventuellement leur ont plu. Certains on les a pas mal détaillés, d'autres peut-être pas assez. Et s'ils veulent donc écouter encore une fois Théo et Eric débattre sur certains sujets, ils peuvent nous interpeller ou indépendamment ou tous les deux ensemble. En tout cas, je te remercie parce que tu es donc quelqu'un qui fait partie des bons et des gens généreux, honnêtes, intègres, indépendants. Continue comme ça, Théo, change rien. Comme on dit, tu sais, c'est la fameuse stéréotype. Et puis je te dis à très bientôt, comme à tous les internautes, pour un prochain podcast ou un prochain article pour Bodybuilding Rules. Merci à toi beaucoup, et puis déjà pour l'opportunité, et puis si tout le monde est intéressé, même si très peu sont intéressés, moi je serai motivé pour débattre encore avec toi sur différents sujets. Super. Merci à toi, et puis longue vie au magazine de toute façon. Hein. Pareil, c'est gentil, merci, et longue vie à fitnesssmith.fr. À très bientôt, Théo, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Salut.